et que le cash joue un rôle prépondérant. Pourtant, la croissance du mobile money continue et plus de 50% des comptes mobile money dans le monde sont africains selon le dernier rapport du GSMA. Le contexte n'est pas facile pour les banques néanmoins. De plus, les banques rivalisent d'ingéniosité pour proposer des services aux populations africaines, des services abordables permettant une inclusion financière. Cette approche s'appuie sur la volonté du G20 et plus particulièrement le Global Partnership for Financial Inclusion, GFPI, ainsi que celle de la Banque mondiale autour du UFA, universalité de l'accès aux services financiers. C'est un objectif, à travers ce pilote, de faire 1 milliard d'adultes qui posséderaient un compte bancaire dans le monde. On citera par exemple le Mozambique sur le continent africain, dont l'objectif en 2022 est de faire passer le taux de bancarisation de 24% à plus de 60%. Toutefois, l'arrivée de sociétés beaucoup plus agiles, capables d'adresser un besoin spécifique, voire une niche, avec souvent des coûts nettement plus bas que celui des banques, est venue disrupter le marché. Ce sont les fintechs. Ces sociétés digitales ont forcé les banques à repenser leur stratégie et à proposer une politique de prix plus agressive. Alors, lors de ce webinaire, j'aimerais que nous abordions cette discussion autour de 3 grandes parties. Une première partie où nous allons adresser l'état des lieux ainsi que les solutions existantes, forces et faiblesses. Puis nous allons aborder une deuxième partie où on va réfléchir sur le positionnement des banques vis-à-vis des fintechs. Doivent-elles travailler de concert ou être en compétition? Quel est le rôle des banques dans ce nouvel écosystème? Et enfin, une troisième et une dernière partie où on va réfléchir autour de l'émergence de nouvelles technologies afin de promouvoir une vision plus prospective sur l'inclusion financière. Alors, pour cela et pour discuter aujourd'hui, je vous demande d'accueillir Madame Abounav Gwendoline, qui est directeur général Ecobank au Cameroun, Monsieur Serge Kouamélan, qui est directeur exécutif de l'APBEF, qui est l'Association professionnelle des banques et établissements financiers en Côte d'Ivoire, Monsieur Marsa Goé Akwe, qui est président de l'APBEF Burkina Faso, enfin Monsieur Pierre Cam, qui est secrétaire général de l'APCAM, l'Association professionnelle des établissements de crédit du Cameroun, au Cameroun donc, et enfin notre dernier intervenant, Monsieur Olivier Kroos, qui est Managing Director West Africa chez Sopra Banking Software. Alors, Monsieur Kroos, comme je vous ai sous la main, et afin de planter le débat, j'aimerais que vous nous fassiez un état des lieux africain sur l'inclusion financière, ainsi que sur la digitalisation, et de voir un petit peu où en est l'Afrique, quels sont les services qui sont actuellement proposés, et quelle est votre vision sur ce sujet. Bonjour à tout le monde. Donc, merci Jean-Noël de m'avoir passé la parole. Ça me fait très plaisir d'être parmi tout le monde. Je suis donc le directeur général de la zone Afrique de l'Ouest de Sopra Banking Software, et donc dans ce cadre-là, j'ai en charge de tenter de développer en fait nos activités et d'accompagner les clients dans leurs réflexions, y compris sur des sujets digitaux. Alors pour planter en fait un certain décor et en tant que témoin finalement de ce qui se passe globalement, j'ai plusieurs réflexions à apporter qui permettront effectivement d'enrichir ou de lancer ce débat. La première, donc, c'est que en Afrique subsaharienne, souvent, en fait, donc les banques ont des réseaux d'agences qui se sont fortement développés. D'ailleurs, plus de 60% sur les 10 dernières années, ce qui est donc vraiment une première place, tout continent confondu. Une particularité, c'est que ces banques, ces réseaux d'agences sont implantés en fait dans les zones économiques de chacun des pays, ce qui veut dire que en termes de bancarisation, les personnes qui habitent dans les villes concernées donc dans ces zones économiques peuvent être bancarisées. Par contre, toutes les autres ont potentiellement un certain déficit, bien qu'elles aient des besoins de bancarisation, besoin d'avoir des services financiers disponibles. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, par rapport à ça, je suis désolé, il y a un bruit. Par rapport à ça, donc… Monsieur Kroos, votre vidéo est noire pour moi, votre écran est noir. C'est peut-être que moi, mais… Ah, excusez-moi.
c'est les aléas du direct. Oui. C'est parce que je suis sollicité par ailleurs. Voilà, ça va s'arrêter. Donc, je continue quand même à parler. Ça va réapparaître. Ouais, voilà. Allez-y, mais on ne vous voit pas. Vous ne me voyez pas, même? Non, je ne vous vois pas. Mais le principal, c'est peut-être qu'on vous entend, donc continuez, peut-être que le… Voilà, ça va peut-être revenir. Oui. Ok, donc ce que je voulais dire, c'est que vis-à-vis de ceci, des fintechs sont apparus, vous le disiez, sur des logiques digitales. Des opérateurs telco sont apparus sur des logiques de mobile money pour faciliter des paiements. Et finalement, il y a un ensemble d'acteurs qui a commencé à bousculer finalement les banques en commençant à exploiter les réseaux 3G et 4G qui étaient quand même implantés et proposer des services. Donc de ce point de vue-là, les banques se sont retrouvées dans une situation un peu particulière que de devoir se dire comment prendre en charge, comment réagir et comment en fait rebondir pour finalement passer aussi dans une ère de transformation digitale qui permettra après d'offrir des services qui permettent de faciliter l'inclusion financière de l'ensemble de la population. Par rapport à ça, donc, une fois que ce débat a été posé, et sachant que les banques centrales n'avaient pas encore défini non plus de règles du jeu sur ce type de sujet, des réflexions internes se sont posées au niveau des banques, visant entre autres à réfléchir à deux choses. Premièrement, comment, sur des bases de quick win, apporter des premiers services à leurs clients, avant même de penser à faire de l'inclusion financière des populations que je vais appeler rurales, mais ce n'est pas péjoratif. Et puis deuxièmement, que doit-on faire pour mettre en place et pour poser en fait une stratégie digitale? Et donc là, un ensemble de questions se sont naturellement posées. Par exemple, quelle valeur ajoutée, quel service proposer à nos clients? Est-ce qu'on doit avoir des applications de mobile money avec directement disponibles? Elles se sont posées des questions aussi orientées autour de le fait de se rapprocher ou non des opérateurs telco qui proposaient des services de mobile banking d'une part, et puis des fintechs qui pouvaient avoir des solutions digitales disponibles permettant de faire ces quick wins sur la base des systèmes d'information installés. Troisièmement, comment exploiter finalement la plateforme actuellement en place avec un CBS qui est ouvert ou pas ouvert? Faut-il faire un changement dans un cadre de schéma directeur pour transformer, remplacer les systèmes d'information qui ne seraient pas capables de répondre à ce type de besoin? Et puis comment modéliser en fait une architecture qui permet de faire évoluer en fait son système d'information. Ensuite, à partir du moment où on met en place des frontaux digitaux, en plus des core banking, on se retrouve avec des logiques potentiellement de sécurité. Donc, comment traiter de la cybersécurité? Ça, c'est un sujet. Ensuite, il y a toujours des sujets de fraude interne à traiter. Donc, comment on traite ça dans un cadre général? Et puis, ensuite, d'autres questions se posent. Est-ce qu'il y a un cadre juridique à mettre en place quand on se met dans une logique digitale? Et puis, finalement, juridiquement parlant, comment ça se passe? Et puis, d'une façon complète, pour être complet, donc, est-ce qu'il y a un cadre réglementaire qui a déjà été défini par les banques centrales? Et au final, la question est, quelle proposition de valeur on va faire auprès de nos clients? Et puis, quelle stratégie on va déterminer à partir de l'ensemble de ces points? Et ça, c'est pas trivial. Dans une logique de quick win, l'alliance avec des fintechs et ou avec des opérateurs telco devient naturelle pour justement rentrer dans une logique de maintenir la fidélité des clients déjà existants. Et après, passer à des étapes supérieures lorsque la stratégie aurait été arrêtée. Dans un premier temps, pour poser le décor, voilà ce que je voulais vous dire. Alors merci beaucoup, hein, Monsieur Cross, pour ce panorama. Peut-être ce qu'on peut faire maintenant, j'aimerais que Gwendoline, si elle veut bien, nous donne une vision plus pratique en fait de l'introduction que vous avez faite, Monsieur Cross, à travers peut-être si vous pouviez nous donner plus de détails sur la stratégie que vous avez mis en place au sein d'Ecobank en termes d'inclusion financière et de stratégie digitale.
Thank you very much, Jean-Noel and Mr. Cruz. Thank you for inviting me to this panel. I think that EcoBank's creation 35 years ago was to contribute to closing the financial inclusion gap. And that is why today we are present in 36 African countries. So for us, technology is not considered disruptive. It's actually an opportunity, and it also enables. You see, because of digital technology, we have been able to put on the market affordable products and services that can meet the financial needs of the different layers of the population. We have been able to put our mobile app for retail users. We have platforms like Omni Plus and Omni Lite for SMEs and global corporates. And we also have rapid transfer to enable people move money between African countries. Mm-hmm. So for us, Africa needs to digitalize the financial sector. Financial inclusion is what is going to bridge the gap for financial integration. If we only look at the obstacle, what is happening with the telcos, you know, the distance, our infrastructure issues, electricity, the cost of internet, we will not be able to continue with the different things that needs to be done. If we have to wait to get everything right at the regulatory end, we will not be able to continue with the initiatives that we need to do. So I believe that yes, there is a lot of competition coming from the fintechs and the telcos, but I look at it as positive competition because we all need to work together. The telcos can never become banks. We are not going to build fintech companies that will meet the need, but we all have to come together so that the ecosystem can work. The banks have to work with the fintechs, you know, the fintechs have to work with the telcos. So we have to create that ecosystem, that value chain that will be able to give what the population needs in terms of services. If we create partnerships, we'll be able to touch people who are unbanked today in various neighborhoods that we cannot reach. We are present in Cameroon, we are present in 36 African countries, but even in those countries, we might not be able to get to all of the villages if we don't partner with fintechs, if we don't partner with telcos, if we don't partner with entrepreneurs, because we cannot continue to build banks, branches everywhere. So I agree with Olivier that there is competition. I agree with him fully that the central banks, the regulators have to speed up in terms of acceptance of what is happening and giving the right legal framework for us to be able to work. But I simply believe that banks like EcoBank, the Pan-African Bank, is well positioned because this was already our vision. We knew that for them to be financial integration in Africa, we have to accept technology. We have to use technology to be able to get our population to have access to the financial services and products they need. And it has to be at different layers and different shapes and sizes in terms of products and services. Merci Gwendoline pour cette précision. Merci, on a bien compris l'importance de la digitalisation et comment EcoBank avait su rebondir sur cette mouvance FinTech. Je vais profiter pour redire bonjour à Monsieur Kouamélan. Monsieur Kouamélan, vous êtes une association qui représente les professionnels des banques et des établissements financiers. Alors, j'ai une question pour vous. On a eu une première vision introductive, une deuxième vision extrêmement concrète d'une banque qui est sur le terrain et qui délivre des services. Comment avez-vous ressenti, vous, l'impact sur les banques et par les fintechs et au sein de votre association, qu'avez-vous senti comme la principale contrainte ou difficulté? Ok, merci. Merci à tous les participants. Le problème de l'inclusion financière, en fait, a fait l'objet de beaucoup de débats. Mais il faut noter que déjà, il faut chercher à situer en fait les barrières à l'inclusion financière. Et ces barrières-là sont de différentes sortes. Déjà, au point de vue administratif, parce que les populations estiment
il y a des difficultés ou trop de paperasserie en termes au niveau administratif. Il y a une réglementation très stricte et prudente aussi du régulateur. Il y a une barrière socio-culturelle. Et ensuite, il peut y avoir une insuffisance de la couverture spatiale en fait, des banques. Donc, tout ceci faisant, il y a eu donc un taux de bancarisation beaucoup faible. Donc, l'objectif, en fait, c'est aujourd'hui d'amener tout le monde à une sorte de financiarisation, à une sorte de participation, en fait, à tout l'écosystème financier. Et c'est vrai, il y a un développement aujourd'hui du digital, mais nous tenons à vous rassurer qu'aujourd'hui, toutes les banques sont en train d'y aller parce que c'est une nécessité. Vous savez, en introduction, on a parlé du nombre de comptes bancaires, mais aujourd'hui, l'Afrique et surtout notre sous-région, il y a plus de téléphones portables que de prises téléphoniques. Or, le détenteur d'un téléphone portable qui est adossé à une compagnie de téléphonie a forcément un compte pour le mobile. Donc, il y a lieu de conférer ces efforts-là pour amener tout le monde vers une financiarisation. Et c'est ce qui est fait. Comme je dis, nos régulateurs s'y sont mis. On a aujourd'hui les émetteurs de monnaie électronique qui sont adossés très souvent aux banques. Il y a même Orange, pour parler d'Orange, qui, en Côte d'Ivoire, qui s'est développé. Alors justement, M. Kouamélan, je vous coupe juste un petit peu parce qu'on a une question de Mouad Boumadi qui explique que il y a un système extrêmement pertinent de digitalisation qui est le transfert d'argent et qui a d'abord été lancé souvent par les telcos, opérateurs, c'est ce que vous venez de dire. Donc, dans certains pays comme au Mali, il fait référence à Orange, donc c'est un telco opérateur où l'autorité de régulation et les télécoms, pardon. Et dans d'autres pays, en fait, c'est vu, c'est ce que vous venez de dire, comme un service financier, donc régulé par la Banque centrale. Sa question, elle est extrêmement pertinente puisqu'il demande s'il y a une harmonisation en cours sur le continent africain ou au moins entre États, voire sur certaines régions comme UEMOA. OK. Au niveau de l'UEMOA, nous avons l'avantage d'avoir une même banque centrale donc qui légifère en fait pour tous les 8 pays, de telle sorte que la réglementation applicable par exemple aux émetteurs de monnaie électronique est valable pour tous les acteurs de cet écosystème. Et aujourd'hui, ceux qui le font sont adossés forcément à une banque ou sont régis par la banque centrale. Donc, ce qui fait que les banques de la sous-région, ils vont sans problème, sont en train d'adapter leur système, sont en train d'investir à ce niveau pour donc permettre à toutes les populations donc, de participer à cette inclusion financière. Alors merci M. Kouamélan. Je vous ai coupé, je suis désolé, mais je voulais intégrer cette question parce qu'elle était exactement dans votre axe de pensée. Martial, rebonjour. Donc, peut-être un petit peu le même type de question pour lancer le débat. Au Burkina Faso, quel a été le positionnement de votre association et quelles ont été les principales difficultés en fait à résoudre concernant l'inclusion financière? Merci beaucoup. Alors, j'ai la chance de diriger également une banque. Je suis DG de Orabank au Burkina Faso. Alors, sur la place, on assiste véritablement à une montée de l'inclusion financière. On est passé d'un taux de bancarisation au sens strict de 19%, aujourd'hui un taux de bancarisation en intégrant les services financiers de l'ordre de 90%. Je pense qu'aujourd'hui, la convergence entre les banques, les fintechs et les telcos est une réalité. On le voit à travers nos chiffres. Et les banques jouent aujourd'hui un grand rôle dans la digitalisation. Je dirais que les banques sont au premier plan de ce combat-là parce que tout simplement, c'est la réponse à une demande. Les banques innovent, les banques font des partenariats avec les telcos, font des partenariats avec des fintechs, les banques financent des fintechs, des banques créent des fintechs pour justement aller dans le sens de la digitalisation. Aujourd'hui, ce n'est plus une question réglementaire, c'est une question de la demande. Ce n'est même plus une question de rupture technologique,
puisque, comme l'a dit quelqu'un il y a quelques instants, près de 50% de nos populations possèdent un portable au niveau de l'Afrique subsaharienne. Mais quand vous arrivez dans des pays comme le Burkina Faso, le Togo, le Sénégal, vous avez facilement 80% de nos populations qui ont un portable. Dans un petit village derrière le baobab, vous trouverez un téléphone portable avec une batterie pour le recharger. Donc aujourd'hui, le défi des banques, c'est de poursuivre la digitalisation en se modernisant, en formant les équipes et en devenant beaucoup plus innovants, beaucoup plus entreprenants. Alors, se digitaliser pour les banques, ce n'est pas seulement transposer ce qu'elles font aujourd'hui manuellement sur le mobile, c'est de voir quelles sont les nouvelles opportunités qui sont créées et comment répondre à ces nouvelles opportunités-là. Et sur la place du Burkina Faso, Banque Burkina est quasiment dans le top 3 des banques dans ce secteur-là. Nous avons déjà, il y a 3 ans, digitalisé tout ce qui est paiement des grands facturiers, que ce soit l'eau, l'électricité, la téléphonie. Nous avons loué des partenariats avec l'ensemble des telcos de la place. Et nous sommes également partenaires avec une start-up nationale qui s'appelle Burkina Startup pour promouvoir un peu tout ce qui est technologie digitale, tout ce qui est financement des start-up, nous le faisons. Donc aujourd'hui, c'est une opportunité et je pense que les banques du Burkina Faso et ma banque, Orabank, sont vraiment actifs sur le système-là et nous allons poursuivre pour qu'on puisse donner la chance à nos populations d'avoir accès à des services bancaires. Pourquoi? Non pas seulement pour se faire plaisir, mais pour contribuer au développement de nos pays. Parce qu'on sait que depuis Keynes, que la forme de circulation de la monnaie crée de la valeur, et créer de la valeur, ça permet de résoudre le chômage, ça permet de développer nos pays et nos villages. Voilà un peu en introduction ce que j'avais à vous dire sur le sujet. Je vous remercie. Merci Martial. Je bascule avec Monsieur Cam. Monsieur Cam, si vous nous entendez et nous voyez, j'aimerais que vous fassiez un petit peu… Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci vous-même. Très bien. Donc, on voit le débat, il est en train de basculer tout doucement sur le rôle des fintech et on voit que le mobile et les telco-opérateurs ont un rôle extrêmement important. Peut-être vous pouvez nous rappeler au sein de votre association et spécifiquement au Cameroun, à nouveau un petit peu le même type de question. Qu'est-ce qui a été difficile à mettre en place pour permettre l'inclusion financière et comment vous sentez cette évolution en fait, de marché et puis les futurs besoins du Cameroun? Merci et bonjour aux panélistes. Alors, je dois dire qu'au Cameroun comme ailleurs, et je crois que Madame Gwendoline l'a un peu évoqué là, l'arrivée des fintech a naturellement bousculé les habitudes. Vous savez très bien que à partir du téléphone, on faisait énormément de transferts et ça captait des volumes d'opérations habituellement destinés aux banques. Il y a aussi que ces volumes vont s'intensifier. Ces volumes vont s'intensifier parce que on a de plus en plus le moyen d'attendre nos grands-mamans dans les villages, les écoliers. Je ne parle même pas d'étudiants, mais dans les écoliers. Et ça fait que dans les volumes d'opérations qui étaient a priori concentrés sur des périodes sont davantage étendues. Donc, on aura beaucoup d'opérations. Ça, c'est sur le segment, bien sûr, de la clientèle des particuliers. Alors, ça va monter. Et il y a de nouvelles cibles qui se dessinent. C'est-à-dire qu'avant, au Cameroun, la banque se limitait à faire un travail de seconde ligne parce qu'en première ligne, il y avait la microfinance. Vous savez, on peut même distinguer 3 catégories. Hein. L'informel, là où on trouvait aussi déjà des passerelles qu'on ne trouve peut-être pas toujours ailleurs, avec des certificats de dépôt. On connaît entre autres, hein, il y en a beaucoup, mais on connaît entre autres le flash cash, par exemple le gold check, qui permettait aux gens de faire circuler de la monnaie, comme ça, entre guillemets, dans les marchés et faciliter les transactions à l'intérieur des villages sans avoir de guichets de banque et sans avoir des coopératives, dans des microfinances. Aujourd'hui, donc, ces 3 catégories sont en train de subir une mutation extrêmement profonde parce qu'à partir de la digitalisation, la banque, elle aussi, peut maintenant atteindre le client qui est au fond du village, puisqu'on progresse vers une agence sans agence. Les agences sont appelées à devenir virtuelles. Donc, je pourrais très bien donc catégoriser ces segments nouveaux de clientèle et leur adresser des solutions très pratiques
notamment, je vois des nanocrédits qu'on peut traiter en masse, c'est-à-dire de façon industrialisée, un peu comme on faisait en France à l'époque le credit record. Voilà. Quand vous étiez salarié dans une banque, vous saviez très bien que vous aviez votre cote de crédit et sans avoir besoin de rencontrer un chargé de clientèle, vous pouviez accéder à temps. Les crédits scolaires ici se gèrent déjà comme ça. On sait que maintenant, je suis salarié de temps, alors je peux avoir 500 000 francs et rembourser en 6 mensualités. Là, ça peut se gérer même à partir du téléphone. Donc, la banque doit se préparer en réorganisant son agence pour avoir d'un côté un certain nombre d'outils, d'instruments, d'équipements qui peuvent gérer ceux qui s'adaptent à l'évolution technologique, mais également avoir des conseillers, des chargés de clientèle qui vont continuer à expliquer. Je crois que ça a encore des beaux jours. Hein. L'agence ne va pas fermer de sitôt parce que les gens sont ici habitués au cash, ils aiment avoir des espèces, ils aiment avoir des papiers, et, ils aiment avoir le contact humain. Donc, je crois qu'il y aura encore du grand volume par rapport à ça. Alors, qu'est-ce que je dois dire? Il y aura donc un défi transformationnel, c'est à ça que je viens de faire allusion, parce qu'il faut se transformer à l'intérieur de la banque et à l'extérieur pour aller chercher ces nouvelles niches qui existent. Et c'est même la démarche que les fintechs ont en fait développée. Hein. Si on remarque très bien, les fintechs sont partis en Occident après la crise 2008 sur des niches. Ce n'était pas d'attaquer frontalement les banques, c'était de trouver des niches qui n'étaient pas encore traitées. Elles sont adressées à ces nouveaux besoins. Elles ont trouvé des solutions pour ces nouveaux besoins et les choses ont très vite marché. Donc, ça, c'est le défi transformationnel qui doit se faire à l'intérieur et à l'extérieur de la banque. Moi, je crois qu'il y a un défi partenarial qui doit aussi se mettre en place. Je vous ai parlé de la banque, de la microfinance et des instruments, des passerelles, voilà, des passerelles pour le secteur informel. De l'autre côté, aujourd'hui, on a donc une relation tripartite banque, fintech et telco. Mais les telcos chez nous ont déjà, justement, à la faveur de la réglementation, trouvé une nouvelle appellation parce qu'on a consacré un nom à ceux-là qui vont faire de la banque à travers la téléphonie parce qu'on a considéré que les telcos n'avaient pas reçu un agrément de banque. Encore moins pour faire des opérations financières. Donc aujourd'hui, on les appelle les établissements de services de paiement. Alors, ça a fait peur aux banques, mais maintenant, on peut travailler ensemble, on doit même travailler ensemble parce que ces établissements savent faire des choses que les banques ne seront toujours pas capables de faire. Alors, mais on peut trouver une plateforme sur laquelle chacun trouve son compte. Les vendeurs de solutions, vous, c'est telco qui se sont regroupés dans une catégorie dans des établissements financiers pour ne pas associer ou à multiplier injustement et les services de téléphonie et les services financiers. Donc là, c'est réglé. Donc, il y aura quelques obstacles à lever pour que tout cela se mette en place. Moi, je crois qu'il va falloir éduquer les masses. Il va falloir éduquer les masses parce que l'environnement change, mais nous avons une population qui a une très faible éducation financière. Je viens de vous dire, même seulement s'habituer aux appareils, c'est compliqué. J'ai 19 millions d'abonnés téléphoniques. 19 millions, je suis une population de peut-être 25 millions de Camerounais. Et on pourrait aller à plus que ça, puisque même un enfant de 10 ans est capable d'avoir son téléphone. Par contre, si vous voyez qu'il y a N fois moins que ça au niveau des comptes bancaires, ce qui veut dire qu'il faut éduquer les gens pour qu'on fasse le chemin ensemble, qu'on progresse pour recruter davantage ces nouveaux clients. Moi, je crois qu'il va falloir également, comme autre levier, appuyer sur les conditions d'accès dans les banques. Le système informel, ce n'est pas seulement au village, c'est aussi en ville. Moi, je suis au centre de la ville, mais juste derrière, j'ai deux marchés, le marché central et le marché secondaire de Yaoundé. Mais les mamans qui vendent là-bas considèrent que les banques, c'est pour les autres. Elles se débrouillent justement dans le système informel parce que traverser le seuil de la porte de la banque, c'est compliqué. Alors donc, assouplir les conditions pour qu'on puisse ouvrir donc des comptes avec des petits montants, avec moins de paperasse, parce qu'il y en a beaucoup quand même. Les impôts s'en mêlent et ça fait qu'on fuit aussi parce qu'on croit qu'à travers la banque, on va être tracé. Alors, tout cela devrait donc contribuer efficacement à l'inclusion financière parce que derrière, on va faire du traitement de masse et gagner sur des petits volumes. Il y aura donc des économies d'échelle qui vont forcément se faire via les investissements préalables qu'on aurait consacrés aux technologies. Alors, il y a également la réglementation. Ça, c'est au niveau COVAC.
À partir du moment où on dit, bon, on va mettre le CIP et que la biométrie va s'installer, les gens se disent, là, ils vont nous suivre partout. Mais en même temps, c'est cette biométrie qui pourrait peut-être aider à limiter complètement la casse au niveau des impayés. Prenons ça. Ça va être quelque chose de très, très important qu'on puisse donc tracer les individus pour les retrouver là où il faut. Mais je vois ça plutôt au niveau de l'exploitation de la big data, c'est-à-dire exploiter les données biométriques pour identifier clairement chacun des citoyens et connaître son régime de consommation pour lui adresser des solutions très précises. Et moi, je crois qu'on va traiter la relation avec la microfinance parce que les choses risquent de beaucoup bouger là-dessus. C'est un obstacle qu'il va falloir régler dans les toutes prochaines années. Le problème va se poser. Mais les atouts, pour moi, sont très nombreux. Le potentiel du marché. Pour l'instant, si on prend au bon numérateur, c'est très faible. Je m'arrête là. Les atouts, c'est qu'on a un très fort potentiel puisque le taux de bancarisation est très faible. Donc, on peut monter en puissance. Et il y a également le fait que les passerelles dont je vous ai parlé tout à l'heure existent. Donc, ça va pouvoir faciliter la transition, l'évolution vers le système bancaire. Je m'arrête là. Merci. Merci Pierre, merci. On voit votre côté positif. Vous voyez le verre à moitié vide avec ce taux de bancarisation relativement bas, en tout cas en Afrique et au Cameroun. Donc c'est bien, c'est positif. Avant de revenir vers vous, Olivier, j'aimerais poser une question à Gwendoline. On a une question en live. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qui fait la spécificité d'Ecobank. Et puis, on a une double question derrière. Vous avez mentionné tout à l'heure que vous étiez présent Ecobank dans de nombreux pays. Et la question, elle est un petit peu plus sur la granularité. Jusqu'où allez-vous? Est-ce que vous avez des offres spécifiques par pays? Et est-ce que vous avez des offres qui sont peut-être spécifiques entre un monde rural et des grandes villes et des zones citadines? Thank you very much for the participant who asked the questions. As far as Ecobank is concerned, we have a large offering. We have been doing digital products for, I think, since 2015, where we decided to put them at the availability of our customers. You have, for our retail customers, you have our mobile app. The mobile application is on your phone, and we now have over 4 million users on the app. With your mobile app, you're able to transfer money, you're able to move money from your bank account to a wallet, you're able to create virtual cards, you're able to do Ecobank Pay. I mean, the features are so many. You have Omni Plus and Omni Lite, which are internet-based softwares for our corporate clients and also for the small and medium-sized enterprises to be able to make payments, collect funds from their customers, and also to do their banking reconciliation. You have our rapid transfer application, which you can use in the branch, you can use with an agent, or you can use online. Apart from that, we have gone a step further because all of these services are not unique to any of our countries. You can use them in all of our countries. So we have one mobile app for our entire platform, which is the beauty of it. So if you're using the mobile app in Cameroon, if you move to Lomé, you can still use it. You move to Senegal, it's the same thing. And that's what is the beauty of it, because you should be able to bank wherever and whenever you want to do banking. The other aspect that really differentiates us is the fact that we are already ahead with partnerships. We have partnerships for our agency banking. What do I mean by that? If you're in Douala and you have to send money to somebody in your village, we might not have a branch there, or there might be no other bank there. So we have an agent that provides basic banking services for the population, what we call cash in and cash out. We also have partnership with the mobile telephone operators to be able to move money from your bank account into a wallet so that somebody can move the account from their bank account to MTN account to an Orange account. So we have already gone ahead with those partnerships. I think what is specific is when you come into an African country, most people want to have a one-stop shop. If I take a typical trader,
as Mr. Kam was saying. When we talk about traders, somebody is buying goods from Togo, bringing it to Cameroon, or buying goods from Benin, bringing it to Lome or to Ghana. He doesn't want to move funds and take the risk of losing the funds during transport. That is the uniqueness of EcoBank. We are based in 36 African countries. So if you're a trader in Lome and you want to move your goods to Ghana or to Senegal, you can use our rapid transfer platform and send the money ahead of time. You can simply go with any of your cards, go to any of the countries and withdraw from any of our ATMs. You can go to any of our agents in those countries and be able to do your basic bank transfer. You can be able to transfer the funds to the rapid transfer platform from the country you're in to the country where you're going to go to, so that you don't have to move around with cash. So for us, digital is not a question. It's not something that we have to think about. We just have to continue to innovate to make sure that as the platforms and the options are changing, we are adapting our products to be in time with what the population will need to be able to go forward. So I think that is what I can say about what differentiates EcoBank from the other banks. Merci Gwendoline, thank you very much. Olivier, je vous avais promis de revenir vers vous. Je pense qu'on peut basculer un petit peu dans la deuxième partie qui est l'interaction entre les banques et les fintech et voir les telcos. Alors, comme vous nous avez fait une bonne introduction, est-ce que vous pouvez nous donner votre vision au sein de Sopra Banking, puisque vous interagissez au milieu de tout cet écosystème, nous partager vos premières impressions sur ces relations entre les banques et les fintech, et puis donc les telco-opérateurs, le troisième, et puis peut-être nous donner votre vision sur ce qui se passe aujourd'hui, les premiers petits changements, ce qui nous permettra de basculer après, plus tard, dans les nouvelles technologies émergentes. Je vais essayer d'être précis et clair. En fait, dans tout ce qui a été dit, donc après avoir posé le paysage, vous avez entendu que chacun a pu montrer que les banques avaient nettement bougé, entre guillemets, leur tapis, mais surtout avaient avancé. La Banque centrale, la BCEAO, elle, a défini aussi un certain nombre de règles. Maintenant, la priorité, c'est l'interopérabilité d'un côté, et puis finalement la dématérialisation des services. Donc, la dématérialisation des services et l'interopérabilité, ça nécessite que les banques fassent de toutes les façons, bouger leur écosystème, puissent dialoguer avec des facturiers, comme le disait, je crois, M. Kam tout à l'heure, dialoguer avec les telcos, dialoguer avec le secteur public, et donc on se retrouve dans une logique totalement interopérable, où tout le monde peut discuter avec tout le monde. Ça, c'est un sujet qui, globalement, va occuper les banques en 2021 et peut-être une partie de 2022. Mais ça, c'est quelque part des réponses à des contraintes, et ça permet de faciliter finalement l'agilité sur l'ensemble des sujets. Après, se posent d'autres questions, puisque l'inclusion financière, c'est aussi comment dire, le gain de parts de marché. Donc, gagner des parts de marché, c'est proposer des services justement aux personnes qui sont dans des régions reculées, qui ont le téléphone comme principal outil, qui ont des besoins. Et après que les paiements aient été banalisés grâce aux opérateurs telco, on se retrouve maintenant dans des évolutions où les sujets autour des crédits, des nanocrédits, ça a été cité également, sont apparus. Et puis bientôt, ça sera l'épargne. Ce qui veut dire que les services, finalement, vont s'étendre de plus en plus, et on va se retrouver, et je pense que ça facilitera beaucoup le sujet de l'inclusion financière dans des compétitions, on va dire normales cette fois-ci, entre les banques pour pouvoir gagner ces parts de marché. Et on va se retrouver finalement dans des nécessités d'avoir des projets très agiles, courts, 3-4 mois, pour pouvoir offrir des nouveaux services. Donc, je redis, dans les crédits, l'épargne, etc. Et donc, ça nécessite un fonctionnement agile, alors j'aime pas tellement le mot, mais malgré tout, un fonctionnement agile avec des projets court terme et en visibilité permanente
soit mis en œuvre. Ça nécessite que les éditeurs de solutions de CBS soient dans la même agilité, ce qui n'est pas toujours le cas. Et puis, ça nécessite qu'il y ait finalement un écosystème partagé entre les fintechs, les intégrateurs, les banques, pour pouvoir justement apporter une plus-value sur les produits les services qui vont être offerts. Et en plus, comme les services vont pouvoir se multiplier, qui vont se ressembler, on va se retrouver dans une logique qui va ressembler à un catalogue de mode. On va avoir des catalogues printemps-été et puis automne-hiver où la course à offrir ces services va apparaître de plus en plus et il y aura des logiques finalement d'engagement fort de l'ensemble des acteurs. Donc c'est pour ça que les fintechs, les éditeurs de core banking et puis les banques vont devoir travailler en mode partenaire pour pouvoir tenir les échéances et les stratégies qui ont été définies. J'associe bien sûr les opérateurs telco à ceci, mais globalement, la compétition va augmenter, les services vont se multiplier, les technologies permettent de franchir des caps de plus en plus forts, donc on va avoir de plus en plus de services justement, et puis donc ça va être à un moment donné une course de vitesse, et quelque part on va aussi réduire les coûts puisqu'on va offrir de la valeur en permanence à l'ensemble des populations. Ça me fait penser à un projet qu'on a eu amené avec une banque kenyane qui voulait justement faire de l'inclusion financière forte en proposant des nanocrédits à n'importe quelle personne qui possède un téléphone mobile partout. Donc, l'objectif était en 6 ou 7 mois de produire finalement cette offre afin d'être finalement la première banque au Kenya à offrir ceci. Donc, de se mettre dans une logique de gain de part de marché. On avait une feuille de route avec eux et un opérateur pour globalement faire ceci en 6-7 mois, qui était finalement le délai nécessaire pour pouvoir avoir une offre en avance de phase par rapport à leurs principaux concurrents. Donc, ça a forcé à rentrer dans ce que je vous disais, cette logique agile où finalement on va quelque part droit au but. Ce qui n'empêche pas qu'il reste une certaine faiblesse, c'est que pour l'instant, la standardisation de tout ça n'a pas encore été totalement faite. Et je pense qu'il y aura une deuxième révolution qui va venir après la transformation digitale, qui va être une normalisation de tout ça pour que les services soient structurés d'une façon normalisée pour échanger entre des organismes et les banques. Voilà ce que je pourrais ajouter. Olivier, tant que je suis avec vous, j'ai une petite question qui me vient. Je ne sais pas si elle est facile, mais dans votre quotidien, on vient de parler des relations banque-fintech. Quel type de relations vous voyez? Est-ce que les banques s'inspirent de ce que font les fintechs et essayent de l'intégrer dans leur système existant? Deuxième type de question, est-ce que les banques s'inspirent des fintechs mais construisent une solution complètement digitale qui n'a rien à voir avec leur core banking system? Et troisième possibilité, est-ce que ces banques font l'acquisition tout simplement de ces systèmes? Il y a une partie des réponses dans votre question, puisque effectivement, je pense que les banques se sont rapprochées en particulier des fintechs locales, donc en privilégiant globalement dans leur pays, ce qui est à peu près normal, pour adresser en fait un certain nombre de services qu'on va appeler spécialisés par pays. Et donc, des partenaires fintech se sont constitués. Certaines de ces fintech connaissent une partie des core banking et d'un certain point de vue, donc, sont capables d'apporter des solutions presque clés en main pour être facilitatrices d'apport de services auprès des banques. Certaines banques ont pu absorber des fintech ou les créer d'ailleurs pour pouvoir justement dynamiser en fait et ne pas être dans la production quotidienne du core banking qui lui en général est quand même assez lourd, même s'il fait son travail. Mais par contre, il ne facilite pas les travaux d'innovation. Par rapport à ça, soit ils ont fait appel à des partenaires
locaux, des fintech locales, soit ils ont créé leur propre fintech. Et ça se retrouve y compris en Afrique du Nord, y compris en Afrique du Sud, et bien sûr en Afrique subsaharienne. Voilà. Merci. Des éléments Merci de réponse. Olivier. Merci pour ces précisions. Monsieur Kouamélan, j'ai une question. Comme on est en train, vous aviez abordé tout à l'heure la solution du mobile money et du mobile banking. J'ai une Oui. question de Monsieur Kouassi, qui me demande, vous le savez, il y a des difficultés parfois, surtout dans les zones rurales, sur la couverture réseau téléphonique. Et du coup, certains services de paiement digitaux ne sont pas acceptés, soit parce que la technologie ne permet pas d'accéder aux services, soit aussi par manque d'éducation financière. En fait, la question, elle est, est-ce que vous avez réfléchi à des solutions et que propose votre association en fait? Bien, déjà, la première des choses à noter dans la préoccupation de M. Kouassi, il évoque une difficulté d'ordre technique qui n'est pas du fait de la banque ou de la fintech. Du moins, ça sont des questions, en fait, comme on a dit, l'un des frais également, ce sont des questions, en fait, qui sont adressées à nos autorités. Et au niveau de l'association, nous sommes en partenariat donc avec les différents ministères, notamment le ministère de l'économie et des finances, au travers du Trésor, à partir duquel partenariat nous faisons des actions d'éducation financière à l'attention des populations. Et ça va jusqu'à des sessions de formation dans différentes villes du pays. Et cela a été fait l'année dernière. Cette année, avec la pandémie, il n'y a pas eu de rencontre. Mais ces questions sont portées en fait au plus haut niveau, notamment la couverture du territoire, de moyens technologiques permettant en fait à tout le monde de pouvoir utiliser ces moyens, notamment donc la téléphonie. On constate que de plus en plus la fibre est en train d'être installée partout. On demande aux sociétés, aux compagnies de téléphonie mobile d'accroître leur couverture nationale, donc pour permettre à toute la population donc, de bénéficier de ces services. Merci, M. Kouamélan. J'ai une question pour vous, Martial, de M. Goumadi. En fait, souvent, le problème de l'inclusion financière, on en a parlé un petit peu, il y a un type de service spécifique à une population adressée, mais il y a aussi et surtout, je pense, un problème de coût, de frais bancaires ou de taux de crédit qui peuvent être extrêmement importants. Est-ce que vous pensez que les rôles sont à même, au sein de votre association, de répondre à cette demande en baissant les prix, ou est-ce que ça pourrait venir de cette compétition entre les fintechs et les banques? Et puis enfin, la dernière partie de ma question, est-ce que votre association a peur de la présence, peut-être ce qu'on appelle vulgairement des GAFA, mais des gens puissants dans le digital qui pourraient prendre la place traditionnelle des banques de votre pays? Alors, ce qu'il faut noter, c'est que la banque, dans sa forme traditionnelle, va disparaître. Elle disparaîtra comme les dinosaures ont disparu. C'est juste une question de temps. Ça, il faut en être sûr. J'ai lu récemment quelqu'un qui a écrit que Air Africa a disparu parce qu'elle n'a pas pu se transformer. Et les banques ont compris ça depuis plusieurs années. Elles sont en train de se transformer pour justement ne pas disparaître. La question du pricing est une question récurrente. Il faut savoir que la question du pricing au niveau des banques de l'UEMOA est réglée par la Banque centrale avec des taux plafonds, des taux planchers. Mais lorsqu'on va dans les nanocrédits, lorsqu'on va vers les systèmes de transfert, parce que c'est de cela qu'on parle, par téléphonie, on se rend compte que certains opérateurs surfacturent. Lorsque vous calculez le taux de sortie d'un nanocrédit sur une période, vous verrez que le taux, dans certains cas, est supérieur au taux de l'usure du pays, même au taux de l'inflation. Donc, c'est un vrai sujet. Mais la pandémie est venue et la pandémie a tiré tous les taux vers le bas aujourd'hui au niveau de la zone UEMOA. Et la concurrence va faire que la question du pricing va être réglée par l'offre. Je crois que c'est des questions sur lesquelles on ne va pas s'attarder. L'offre va régler cette question de manière très simple. Très simple. Parce que personne n'ira faire le transfert chez un concurrent qui est plus cher que
que ce soit. Donc, ça, c'est le bon sens. Mais ce que j'aimerais ajouter en plus, j'ai eu la chance de visiter Chime à San Francisco, qui est une banque purement digitale à 100%. Le monde est en train de se transformer. Heureusement que nos banques se transforment. L'intelligence artificielle va maintenant rentrer dans nos processus décisionnels au niveau des banques. Et on n'a pas encore tous les outils pour pouvoir comprendre comment cela fonctionne. Et heureusement ou malheureusement, avec la pandémie, nous sommes tous aujourd'hui à la maison, dans nos bureaux, en train de commander à manger, en train de faire de la vidéoconférence. On va disposer d'ici 1 à 2 ans d'une base de données phénoménale sur les habitudes des uns et des autres, ne serait-ce qu'en matière de consommation, en matière de distribution. C'est là où les banques doivent aller plus vite dans leur transformation digitale, en ne cherchant pas seulement à transposer sur le mobile ce qu'elles font maintenant, mais à aller plus vite que la musique, en inventant les musiques de demain. Et les banques ont un grand rôle à jouer à cela, et il faut de la réflexion, il faut de l'action pour qu'on puisse arriver donc à des résultats probants. Sinon, les GAFA vont arriver sur nos marchés. Je sais qu'il y a des projets de création de banques, vont arriver pour faire des transferts depuis nos cas de crédit et vont prendre un marché qui existe. Mais je crois qu'aujourd'hui, ce que l'on fait dans nos pays, c'est de la complémentarité, c'est du partenariat. Parce que ce soit les telcos, les banques ou les fintechs, chacun sait qu'il ne peut pas faire le travail de l'autre. Aujourd'hui, par exemple, dans la zone UMOA, quand vous êtes telco, vous voulez créer de la monnaie électronique, vous devez avoir un compte de contrepartie dans une banque. Donc, la banque a toujours un rôle. Donc, la banque prend le compte de contrepartie, mais également distribue vos produits à travers ces canaux. Donc, c'est gagnant-gagnant qu'on fait. C'est du gagnant-gagnant pour la banque et le partenaire, mais également pour nos populations. Merci, merci Martial. Monsieur Cam, j'ai une question pour vous. Vous avez mentionné tout à l'heure la biométrie. Je vois que il y a beaucoup de questions qui ont fusé sur le chat. Une première question pour vous, en fait, et je pense qu'elle est liée à l'identité digitale. On le dit souvent, pour pouvoir ouvrir un compte, il faut avoir une identité. Beaucoup de citoyens n'ont pas toujours une identité avec un document d'identité. Et peut-être que l'identité digitale peut être une solution. Il y a des initiatives, je pense à ID for ID, où l'idée est de fournir une identité digitale à tous les citoyens du monde. Vous avez mentionné la biométrie. Donc la question de M. Stutz est de savoir, est-ce que c'est une demande du régulateur ou est-ce que c'est une initiative des banques pour des raisons de productivité et de sécurité? OK. En réalité, c'est une initiative de la Banque centrale, mais à la demande pressante des banques. Nous avions un problème ici, c'était de verrouiller les incidents de paiement. Vous savez, ici, on tire les chèques et puis après, on ne les paye pas. La PECAM, c'est-à-dire dans notre association, a proposé un projet de loi sur la pénalisation de non-remboursement de crédit. Cette loi est passée au niveau du Trésor, de l'Assemblée nationale. La deuxième chose qu'on a fait, c'est qu'on a créé un répertoire avec l'appui de la Banque mondiale des sûretés mobilières. Parce que là aussi, beaucoup d'équipements naviguaient sans qu'on puisse les repérer dans la nature. Mais il est apparu qu'il y avait quelque chose qui manquait. C'était de pouvoir avoir un fichier sur lequel les incidents, tous les incidents se déclarent. Donc maintenant, avec la centrale des incidents de paiement, qui est pilotée par la Banque centrale, et ça c'est au niveau de toute la sous-région, dont je suis membre du comité de pilotage de cet instrument, on est en train d'aller vers la biométrie. Le kit de démonstration est déjà en cours il est en train de cours de diffusion auprès des banques. En même temps que j'ai souligné que ça peut faire peur à certaines personnes parce que désormais, on sera passé, mais je crois que ça va accélérer l'inclusion. Parce que vous n'aurez plus besoin spécialement des pièces. À partir du digital, de mon doigt, je peux déclencher mes opérations. Je peux faire beaucoup de choses. Donc, il faut considérer ça comme une porte d'entrée. Ça va aussi, et c'est pour attaquer un peu la question du pricing, parce qu'au Cameroun, on a aujourd'hui, depuis quelque temps, le calcul du TEG, du taux effectif global. La Banque centrale regarde de très près maintenant, tant pour les banques que pour les microfinances,
le coût de sortie des crédits. Parce que ce qu'on affichait très souvent, et quelqu'un l'a dit, un intervenant l'a dit, c'est très souvent que, bon, on annonce le taux de base du crédit. Mais après, il y a tout ce qui va avec en termes de commissions qui font en sorte que peut-être le crédit soit cher. Moi, je crois qu'il y aura une baisse même de ces produits-là. Il y aura une baisse parce que plus on va regarder, plus il va falloir faire attention. Ensuite, la concurrence va imposer un lissage. Mais ça ne devrait pas faire peur aux banquiers puisque désormais, ils vont être en capacité d'attaquer de très grands volumes d'opérations. Et donc, la somme des tout petits produits qu'on va engranger sur de très grands volumes va, de mon point de vue, compenser ces pertes-là et le problème dont on ne devrait pas se poser. Voilà, donc je ne sais pas si j'ai répondu à cette question, mais voilà ce que je peux dire. Ça a bien avancé et vraiment, elle va être opérationnelle en janvier, là. Hein. Alors peut-être avant de redonner la parole à Gwendoline, je vous garde en main, puisque vous avez parlé un petit peu de pricing. Il y avait une question qui était liée à la digitalisation. Vous avez mentionné le taux effectif global et sûrement dans sa manière de le calculer, une baisse. Est-ce que vous pensez que la digitalisation peut avoir un impact à la baisse sur les services ou à l'inverse, ne pas permettre de proposer des services pertinents pour l'inclusion financière? Bon. Alors, moi, je crois que la digitalisation va baisser les coûts. Ça va baisser les coûts parce que qu'est-ce que je vais faire? Je vais avoir un self-service. J'ai un self-service où j'entre exactement comme dans un mall. L'agence va bouger. La banque classique commerciale va se transformer, mais elle va bouger pour devenir un pôle multiservice. Alors, à partir de cet instant, par la digitalisation, j'aurai donc des habitudes de consommation qui vont facilement se décrypter. Comme j'ai dit, on va pouvoir donc adresser une foule de produits aux mêmes clients. Ce ne sera plus seulement le crédit et le dépôt. Je vais vendre l'assurance, je vais vendre la voiture, je vais louer l'appartement à partir de la digitalisation parce que mes habitudes peuvent être alignées les unes sur les autres. Et après, moi, je n'ai qu'à recouper les gens et les regrouper par grappe et puis proposer quelque chose. Voilà. Donc, moi, je crois que la digitalisation va contribuer à diminuer les coûts. Mais, encore une fois, les banques vont récupérer sur la multicarte, sur le multiservice. Et l'interopérabilité est un accélérateur, de mon point de vue, de cette transformation. Voilà. Alors, merci Pierre pour ce commentaire. Ah oui, un détail aussi, un détail au Cameroun, hein, il faut savoir qu'il y a une stratégie nationale de l'inclusion financière. Ça a démarré et c'est en train d'avancer à grands pas, avec toujours l'appui de la Banque mondiale. Il y a une session la semaine dernière et les premières conclusions importantes vont être présentées au grand public bientôt. Donc, ça veut dire que quoi? L'inclusion, ce n'est pas seulement les problèmes du téléphone et du digital. C'est aussi, comme vous avez dit, le problème de l'Internet. Ah oui, si on n'a pas l'Internet dans le pays, dans l'arrière-pays, ça peut être un problème. Si on n'a pas l'électricité pour charger, ça peut être un problème. Donc, c'est un ensemble d'intervenants qui vont trouver donc le meilleur compromis pour que tout se suive et que tout s'enchaîne. Voilà, ça c'est très important à signaler. Donc, au Cameroun, il y a une stratégie nationale d'inclusion financière qui est désormais activée. Alors, merci Pierre pour ce commentaire. Gwendoline, on rentre dans la troisième partie qui est un petit peu de commencer à réfléchir sur l'impact de nouvelles technologies. J'ai une question d'Hélène Brisson qui revient sur le cloud computing qui pourrait être une sorte d'accélérateur de financial inclusion. On vient parler de prix avec Pierre. Est-ce que vous pensez que le fait de pouvoir faire un enrôlement du client, faire un KYC, donc un Know Your Customer, un self-KYC à travers ce cloud computing pourrait, pendant l'ouverture du compte bancaire, pourrait être un accélérateur à cette inclusion financière? Et puis, quelle est votre position? Est-ce que vous avez ce type de solution? Et puis, j'ai une deuxième question avec celle-là. Est-ce que Ecobank développe ses propres outils ou est obligé de travailler avec des grands groupes, peut-être américains ou chinois? Thank you very much for that question. Je pense que c'est une très bonne question. For what is cloud, I think it is the future. You really cannot have servers everywhere and have technical teams everywhere.
for us at EcoBank is something that we had done a very long time ago, because we have a hub in Ghana that takes all of our technological functions. And now we are all on cloud. So at EcoBank, we went from making sure that we ourselves as EcoBankers were digital before we can be digitalizing our customers. So it is necessary. What we do, for example, if we look at our EcoBank, your mobile app, on your app, you're able to open what we call an express account. And the whole base of that express account is to make sure that we can do the minimum KYC online to enable an unbanked person have an account. And we are going on the back of the fact that the government required the telecoms company to make sure they could identify every person who had a SIM card. So using the SIM card number and your mobile application, you can open an express account to do basic bank services. And because we know that we have to be very careful about anti-money laundering, we have capped the amount that can be transacted on that express account that is open. As far as do we use service providers, obviously we have a lot of partners. We have aggregators, we have fintech companies, we have institutions that provide us the software, the platforms, the technical skills for us to be able to upgrade our systems, for us to have a backbone to our app, to our platforms that we have, because we realize that you cannot do it alone. We are a bank at the base of it all. We cannot pretend to be a fintech company. We cannot pretend to be an aggregator. We cannot, pretend to have all of that. So we do choose very high quality partners that can provide us with the support that we need. Donc, comme je disais, je pense que cette question était très bien parce que à la fin de la journée, on ne peut pas travailler sans utiliser le cloud. Aujourd'hui, avec la capacité des machines, la capacité vraiment de la technologie, si les uns et les autres ne passent pas sur cette cloud-based service, vous ne pouvez pas en sortir. Et faire à mesure que les choses évoluent, il faut investir dans ce système de cloud pour pouvoir servir de plus de personnes. Si tu dois travailler avec les différents partenaires, il y a l'intégration qui doit être faite et la plupart de cette intégration peut être faite uniquement par si je peux dire, le cloud. Donc, c'est une nécessité qui est soit un côté, c'est un peu risqué parce qu'il faut beaucoup comment dire, il faut beaucoup de technologies aussi derrière pour éviter qu'il y ait les hackers, mais en même temps, c'est une nécessité qu'on ne peut pas éviter. Donc, il faut utiliser les service providers qui ont la capacité, qui ont la technicité pour assurer que les matières utilisées, les plateformes utilisées sont d'une qualité assez haute pour éviter ou bien minimiser ces risques. Merci Gwendoline, hein, c'est extrêmement clair. Martial, une question me vient pour vous. On est en train de parler des technologies et il y a une question de Ange Kouassi concernant les crypto-monnaies. On voit que c'est une tendance mondiale et puis on voit qu'en Afrique aussi, elle est progressivement présente dans les États africains. Le concept même de la crypto-monnaie, c'est de décentraliser son fonctionnement. Est-ce que c'est un impact au sein de votre association? Est-ce que vous avez commencé à réfléchir? J'imagine que oui, mais quelles sont vos premières réflexions sur cette approche décentralisée versus une approche centralisée des banques? Et comment vous pensez positionner le Burkina Faso face à ces crypto-monnaies? Merci pour cette question. Sur les crypto-monnaies, la réflexion est en cours, notamment avec la Banque centrale. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une réflexion qui est menée au niveau sous-régional. Parce que n'oubliez pas que la première fonction des banques, hein, c'est de faire du crédit, mais également de sauvegarder l'épargne des déposants. Les crypto-monnaies aujourd'hui, c'est le futur, mais c'est un futur qu'il va falloir comprendre, qu'il va falloir sécuriser. Justement, comme on l'a vu dans certains de nos pays, voir des gens partir avec l'épargne de nos concitoyens.
Donc aujourd'hui, la réflexion est en phase embryonnaire. Je sais qu'en Europe aujourd'hui, il y a même des banques centrales qui réfléchissent à créer la monnaie centrale en crypto-monnaie. Je crois qu'il serait vraiment prétentieux et prématuré de ma part de donner une réponse définitive à cette question-là. La régulation va avancer sur le sujet parce que n'oubliez pas que la monnaie est une notion régalienne. On est régi par des commissions bancaires dans une réglementation qui est assez... Parce que justement, on veut protéger les plans des déposants. Je reviens à une question qui a été posée tout à l'heure, le I, qui est Know Your Customer. Je crois que c'est quelque chose qui va se répandre très rapidement dans la région. Venance d'un séminaire à la Banque centrale à Dakar, je crois l'année dernière, avec les fintechs, tout le sujet. Je crois que la réglementation devra changer assez rapidement pour permettre l'ouverture des comptes à partir donc des portables avec un minimum de contact avec les banques. Parce que comme je l'ai dit, dans un siècle, on ne sera pas là, mais nos petits enfants vont demander, papa, maman, comment vous faisiez avant pour acheter des choses. Il n'y aura plus de banques, il n'y aura plus de... Les choses vont se transformer. Aujourd'hui, la voiture, j'ai eu la chance de conduire une Tesla, vous dans la Tesla, vous programmez la Tesla, vous amenez où vous voulez. Nos enfants, dans 100 ans, vont demander, papa, c'est quoi un permis de conduire? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faisiez avec ça? Le monde est en train de se transformer. Heureusement que les banques disposent aujourd'hui de moyens financiers pour investir. Et je crois que les banques doivent continuer à investir dans l'innovation, la digitalisation, dans l'interaction avec la fintech, dans la réflexion réglementaire, parce que qui d'autre peut faire ça que les banques? C'est notre rôle de financer l'économie, mais c'est notre rôle également de préparer l'avenir en faisant de la recherche et du développement. Merci. Merci Martial. Serge, au niveau de la Côte d'Ivoire, un petit peu les mêmes questions puisqu'on est en train de parler de technologie. On a parlé de biométrie au départ. Quelle est l'approche ivoirienne sur l'identité digitale? Et puis peut-être la deuxième question, puisqu'on a vu que c'était important, quelle est votre vision vis-à-vis du cloud computing et du self-KYC en fait? Non, c'est la même vision que Martial a eu à partager. Vous savez, comme je le disais, nous évoluons sur le même marché. On a en partage la même réglementation et nos banques diverses sont confrontées aux mêmes problématiques. Nos populations sont confrontées aux mêmes problématiques. Et aujourd'hui, il est plus qu'urgent qu'on aille vers tout ce qui est digitalisation et même aussi la biométrie. Parce que vous savez, ça permet également, cette identification va permettre de régler beaucoup de questions qui vont permettre également de passer outre les barrières telles que évoquées tout récemment, la paperasserie administrative qui constitue un frein pour les populations à aller vers les établissements. Voilà. Donc, je pense que c'est plus que nécessaire qu'on aille vers tous ces systèmes-là. Alors, Monsieur Kouamela, avant de donner la parole à Monsieur Cam, on a juste évoqué, mais je pense que il faudrait presque un webinaire entier dessus, la partie cybersécurité. Hein, on a parlé de fraude tout à l'heure avec Gwendoline, elle a mentionné l'AML, en fait, Anti-Money Laundering, donc tous les services d'intelligence artificielle qui permettent d'anticiper ces possibles fraudes et en tout cas les services qui sont demandés par les États en termes de virements bancaires internationaux. À nouveau, en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui est mis en place? Et puis, ça m'amène à la deuxième question hein, que je poserai aussi à M. Cam. Est-ce qu'il est nécessaire, est-ce qu'il est important pour l'Afrique d'avoir un cloud souverain, d'avoir une infrastructure souveraine, au moins sur le continent, si ce n'est par pays, afin de pouvoir proposer une solution africano-africaine en termes de services financiers? Alors d'abord Serge et après Pierre, si vous voulez bien. Merci. Serge? Bien, au niveau de la sécurité, il faut noter que toutes les banques ici se sont dotées en fait d'infrastructures permettant
de juguler en fait l'aspect fraude. Vous savez qu'aujourd'hui, la cybercriminalité est un phénomène qui frappe tous les secteurs d'activité. Et donc, nos établissements ont investi à œuvrer à ce que ce soit jugulé. C'est vrai que de l'autre côté, les délinquants, ils sont tout ingénieux. Ils inventent au fur et à mesure de nouvelles méthodes. Donc, ce qui fait que nous avons l'obligation de nous mettre à niveau. Il y a aussi une réglementation qui oblige les banques à se doter de systèmes informatiques permettant en fait de réduire au maximum les casses liées à la cybercriminalité. Et aussi, nous avons une législation qui aide aussi à régler cela. Parce que vous savez que la loi, elle permet de sanctionner, mais également elle permet d'éviter que ça arrive. Voilà. Merci Serge. Pierre, je reviens vers vous. Hein, un petit peu la même question. Est-ce qu'il est important d'avoir une solution souveraine? Et puis, on a parlé également de cybersécurité. Est-ce que c'est quelque chose qui est déjà mis en place au Cameroun, hein, Et puis enfin, peut-être la dernière question, afin d'évoquer l'intelligence artificielle, hein, qui est un sujet cross, mais qui permet en tout cas à l'industrie financière de pouvoir proposer des solutions plus pertinentes, plus agiles, hein, comme le citait tout à l'heure Olivier. OK. Donc, merci. Alors, déjà un mot pour la cybersécurité. Je dois dire qu'il y a une rencontre annuelle entre le gouverneur de la Banque centrale et les établissements de crédit de la sous-région. Et l'un des thèmes de la dernière rencontre avant Covid, hein, je crois que nous étions en N'Djamena, l'un des thèmes exposés par le secrétaire général de la COBAC portait sur la cybercriminalité. Alors donc, il avait donné des chiffres effrayants et des chiffres en progression, en attirant donc l'attention des établissements de crédit pour davantage faire attention à ce phénomène qui pourrait être une grande menace. Bon, eux, de leur côté, au niveau de la Banque centrale, ils sont en train de travailler dessus. Donc, il n'y a vraiment pas d'inquiétude. À partir du moment où ils ont pris le taureau par les cornes, j'ai fort à penser qu'ils nous reviendront très bientôt avec des solutions beaucoup plus adaptées à la situation. Et en même temps, les banques, elles aussi, doivent regarder ce phénomène parce que ça peut être nuisant. Concernant donc le cloud souverain, alors moi, j'ai été toujours de ceux qui pensent que l'Afrique doit cesser de copier, de transposer intégralement les solutions qui existent ailleurs ici. Si vous voyez, par exemple, le crédit, quand on dit le découvert en France, ça a un sens qui n'est pas du tout interprété de la même manière par les opérateurs économiques camerounais ou même africains. Donc, il serait intéressant qu'à un moment donné, on se dise quelle est la spécificité qu'on peut apporter à ces solutions qu'on trouve ailleurs. C'est important, et le terme ici qu'on utilise souvent, c'est de dire tropicaliser, c'est-à-dire ramener un produit de l'Occident ou des États-Unis et de le rendre africain. Alors, je pense que Alors Pierre, je pense qu'on a un petit problème de communication. Alors je ne sais pas si vous avez été hacké. On va patienter quelques secondes pour voir si vous... Nous aurons forcément des besoins spécifiques ici parce que vraiment, qu'on le veuille ou pas, l'Afrique est en plein chantier en construction. Beaucoup disent que ce sera le continent de demain. Donc, il va falloir que par Alors, décidément. Pour répondre à ces multiples attentes, puisqu'on avait pris quand même beaucoup de retard sur un certain nombre de phénomènes, penser de manière plus efficace. Voilà ce que je peux dire dessus. Alors, on vous a perdu un petit peu, hein, Pierre, tout à l'heure. Il y a eu un petit problème de bande passante. Alors, bon, maintenant, ça va, si vous m'écoutez, je peux rapidement refaire la synthèse. J'ai dit que, au niveau de la cybersécurité, le gouvernement de la Banque centrale a pris l'enjeu de la menace et a fait de ce thème l'un des exposés de la dernière rencontre
physique, en présentiel. On était au Tchad, entre le gouverneur de la Banque centrale et les établissements de crédit. Cet exposé avait été d'ailleurs présenté par le secrétaire général. Il a invité les banques à faire attention et à développer toutes les solutions qui pourraient permettre donc de réduire les incidents. Et eux, du côté donc, du régulateur et de la Banque centrale, sont également en train de travailler pour renforcer le dispositif existant. Donc ça, c'est ce qui concerne la cybersécurité, dont je crois que le problème est déjà en chantier. Concernant le cloud souverain, j'ai dit que j'étais de ceux qui pensent qu'il va falloir de plus en plus tropicaliser les solutions que nous avons pour ne pas transposer les produits que nous prenons de l'Occident ou de l'Amérique, enfin de l'Occident, et qu'on les prenne intégralement. Parce que nous avons des besoins spécifiques. Nous avons pris un certain nombre de retards dans pas mal de domaines, mais nous ne serons pas obligés de refaire tout le chemin. On va rapidement passer à l'étape où ils sont et en essayant donc de corriger même des erreurs qu'on a enregistrées là-bas. Donc, on pourrait avoir l'avantage d'un cloud souverain pour l'Afrique et même, pourquoi pas, sous-régional, parce que ça va adresser des questions beaucoup plus précises. Ce ne sera pas très globalisant, ce ne sera pas un produit vraiment de supermarché. Hein. Ça se rapproche davantage des solutions spécifiques qu'on accorderait à un client spécifique particulier. Et je disais que, bon, à l'inverse, on sait très bien qu'un cloud qui est ouvert présente l'avantage qu'on peut, on balaye la planète, voilà, disons ça comme ça. D'un côté, vous regardez sous votre fenêtre, sous votre porte, et d'un autre, vous avez une loupe qui vous permet de voir très, très loin. Mais la vérité, c'est qu'on a des problèmes spécifiques ici qu'on pourrait très bien résoudre en regardant d'un peu plus près qu'est-ce que notre environnement réclame. Alors Pierre, je vous ai laissé une dernière chance. Je pense que je vais reprendre la main. On rentre dans le dernier quart d'heure hein, déjà. Donc j'aimerais que vous réfléchissiez à une conclusion chacun pour vous. L'idée étant de faire une synthèse de ce que vous avez ressenti pendant cette heure et demie, et puis surtout d'avoir une vision un petit peu prospective, d'imaginer quel pourrait être le futur des relations entre les banques et les fintechs ou le futur de l'inclusion financière. Alors je commence par vous, Olivier, puisque vous aviez ouvert les débats, si vous voulez bien me faire votre conclusion. Avec plaisir, merci. Si je devais faire une conclusion, je vois que par rapport à l'état des lieux qu'on a fait au départ, je vois qu'on a abordé globalement beaucoup de sujets, puisqu'on a parlé là à l'instant de la cybercriminalité, on a parlé de l'extension des services avec les nanocrédits, les crédits, l'épargne, en plus des paiements. On a parlé des plateformes digitales, de la technologie, et on a compris aussi que finalement la technologie n'était pas vraiment le problème, mais plutôt un apport de solutions pour pouvoir faciliter l'inclusion financière. Je pense que le continent africain, et en particulier les sous-régions dont on parle aujourd'hui, vont très très vite en fait dans leur transformation. Les banques centrales ont pris conscience des problèmes. Elles sont poussées aussi d'ailleurs par le FMI et par la Banque mondiale, mais je pense qu'elles ont pris le sujet par le bon bout en abordant d'abord des sujets de réglementation financière et puis maintenant en focalisant sur le digital, sur l'inclusion financière et sur l'interopérabilité pour que toutes les parties finalement soient dans une logique équilibrée. Et je pense qu'une partie du chemin intéressante a déjà été franchie. Tout ce qui a été dit durant cette session montre que chacun a pris le sujet à bras-le-corps d'une façon très très forte. Mais je pense que ça va continuer puisque je maintiens qu'il y aura une standardisation qui va apparaître, c'est la première chose. Et deuxièmement, les fintechs avec lesquels il faut continuer à collaborer fortement vont apporter encore une certaine valeur ajoutée. En particulier, il y en a certaines qui maintenant deviennent des agrégateurs en fait autour des solutions de paiement par exemple. On peut imaginer dans les semaines, mois qui viennent et sous un horizon de 2 ou 3 ans que ces agrégateurs vont par exemple offrir une banalisation
de la logique, par exemple, de paiement. On peut imaginer un client qui a d'une part un mobile money dans une banque, on a une chez un opérateur genre Orange ou MTN, et puis les agrégateurs viennent banaliser ça finalement en rendant transparent quel est l'opérateur associé à ce client, et ça permet même aux banques potentiellement d'apporter des services en travaillant complémentaires, en travaillant avec ces fintechs en question. Ça veut dire simplement que la transformation continue, on est dans une modernisation forte, et je pense que l'Afrique est en train, je vais dans le sens de M. Cam, mais en fait franchit des étapes beaucoup plus vite que les systèmes européens. Donc cet apport technologique sur les agrégateurs, c'est la suite des opérations. Ça veut dire que les banques doivent aussi se poser la question de la plateforme digitale réellement à mettre en place, que ce soit un vrai socle qui permette en fait d'être ouvert à des suites de transformations plus ou moins grandes qui vont se succéder. La technologie en question, là, sur ce que je viens de dire, c'est le web scrapping, par exemple, qui peut être utilisé. Donc, ça veut dire qu'on est dans un rythme très rapide et que dans les 2 à 3 ans, on va avoir une transformation réalisée et réussie. En ce qui nous concerne, on est aussi, puisqu'on travaille avec globalement 250 banques, on est aussi dans des logiques d'initiative sur lesquelles on peut aisément et avec plaisir aider en fait les banques dans cette réflexion en explorant en fait tous les spectres possibles qui ont été évoqués d'ailleurs aujourd'hui. Voilà ce que je voulais dire pour… Alors, j'ai une petite question qui m'est venue, Olivier. Vous avez parlé de ce système d'agrégateurs. Est-ce qu'il y a un risque que les banques perdent le contrôle du client, c'est-à-dire en ayant plutôt un rôle de back-office, on pourrait dire, et en laissant au fintech l'interaction avec le client? Est-ce que vous sentez ce risque possible? Le risque peut exister. Malgré tout, chacun parlait plus ou moins d'intelligence artificielle, de l'exploitation en fait, des données, puisque l'interopérabilité, c'est aussi l'ouverture, l'accès finalement à des données fournies aux partenaires par les banques entre elles d'un certain point de vue. Et donc, de ce point de vue-là, il y a quand même une certaine maîtrise qui est toujours en place. Et je pense au contraire qu'elles vont exploiter cette information pour multiplier en fait la créativité autour des services à apporter aux clients potentiels. Et je pense que l'inclusion financière va franchir beaucoup de caps dans 2 ou 3 ans. Quand on fera le même séminaire, on se dira tiens, l'inclusion financière est derrière nous, et on sera tous très heureux de faire ça. Voilà, de pouvoir dire ça. Pardon. Merci voilà. Olivier. Martial, un peu même question. Est-ce que vous pouvez partager avec nous votre vision un peu prospective de l'évolution de l'inclusion financière et peut-être des impacts des futures technologies? On en a mentionné quelques-unes. Alors, moi, quand je vois les chiffres, on est passé de 2007 à 2019 de 17%, 83%. Comme vient de le dire Olivier, je crois que dans 5 ans, ce sera un sujet qui sera évacué. La technologie aura bien avancé. Je crois que le taux d'utilisation du mobile sera très, très avancé. Et c'est l'un des secteurs sur lesquels on n'a pas copié quelqu'un. C'est vrai qu'on utilise beaucoup de technologie, mais quand on voit le taux des taux là en Afrique, c'est largement supérieur au taux en Europe. Moi, je vois la banque de demain comme une banque vraiment innovante, une banque, celles qui vont rester, celles qui vont survivre à tout cela. Ce sera vraiment des banques innovantes, des banques agiles, des banques qui sont centrées sur le client, qui ont des technologies évolutives. Et là, les éditeurs de logiciels doivent également se préparer parce qu'il y en a qui vont arriver, il y a de nouveaux qui vont arriver sur le marché avec des produits qui seront beaucoup plus simples à utiliser, beaucoup plus flexibles et moins chers également. Et ce sera des produits les banques qui vont utiliser l'intelligence artificielle, qui vont voir le client à 360 degrés. Je vois demain la réglementation qui va vraiment évoluer sur tous les points. C'est vrai que la réglementation, c'est comme, vous savez, il y a dans nos pays des croisements et quand il y a 5 accidents, après 5 ans, on met un feu rouge.
mais il n'y aura plus d'accident là-bas. Il faudra le déplacer un peu plus loin ou bien un peu plus en aval. Donc, je vois la réglementation également qui va avancer. Et je vois un monde dans 10 ans, dans 20 ans, qui sera un monde où les banques joueront leur rôle, créer de la richesse, créer de la monnaie, on continuera à faire du crédit aux entreprises de manière classique, parce que c'est des gros montants. Mais tout ce qui est crédit au retail, crédit, les nanocrédits, ça fera de manière très simple. On pourra ouvrir un compte en banque chez son telco, chez son fournisseur d'eau, d'électricité, de manière très simple. Ce sera même plus un souci. Et dans ce contexte-là, comme l'a dit Saint-Exupéry, la perfection est atteinte lorsque on n'a plus rien à ajouter, mais lorsqu'il n'y a plus rien à retirer. Ce sera comme de l'eau, ce sera fluide. Mais derrière, il y aura une lourde machine, il y aura le cloud, je dirais, intercontinental. Dans un siècle, dans 2 siècles, on ira sur la Lune, on ira sur Mars. Les banques doivent voir ça comme ça. On doit oublier la banque de papa avec le livret de caisse d'épargne. On doit oublier tout ce qu'on sait faire aujourd'hui pour aller sur des banques vraiment agiles, vraiment digitales, vraiment fluides. Parce que nos enfants n'ont pas envie de passer 10 minutes dans une agence bancaire. Nos enfants n'ont même pas envie de venir à une agence bancaire. Ils n'ont même pas envie de faire ça. Ils veulent pouvoir tout faire à partir de leur mobile, à partir de leur ordinateur. Nos enfants ne regardent même plus la télé. En tout cas, les miens, ils ne voient même plus la télé. Ils sont sur leur Mac, ils sont sur leur téléphone portable et ils sont même plus au courant des choses que moi. Moi, quand je rentre le soir, je dis, mais je vais suivre la télé, je dis, papa, voilà tout ce qui s'est passé dans la journée, ce n'est pas la peine de regarder, on va te dire. Le monde est en train d'évoluer. Les banques doivent se transformer ou bien elles mourront. Merci. Merci Martial. Merci pour cette conclusion. Serge, c'est à vous. Alors, même question, hein, comment vous voyez l'évolution de l'inclusion financière en Côte d'Ivoire? Et puis, si vous pouviez donner une vision prospective également. OK, merci. Mais je pense qu'au vu de tout ce qui a été dit, les choses semblent aller de l'avant. Et en nous appuyant déjà sur les premiers chiffres, vous saviez, le taux de bancarisation au sens strict était à 19%, mais aujourd'hui, en y intégrant l'utilisation des services financiers mobiles, on est à plus de 70%, rien qu'en l'espace de 2 à 3 ans. Donc, vous voyez que les choses sont en train d'aller de l'avant. Nous constatons aussi une forte mobilisation de tout l'écosystème bancaire dans le cadre de la digitalisation de tous les services. Donc, on se dit que l'avenir à ce niveau est est un avenir prometteur et nous pensons que la banque de demain, c'est vrai que, comme le dit Martial, celles qui survivront vont changer de paradigme, mais c'est aussi vrai que les agences vont rester, mais l'utilisation du digital sera au maximum. Et c'est ce à quoi nous sommes en train d'œuvrer en éduquant nos populations au travers de programmes d'éducation financière avec nos différents partenaires, l'État et autres. Et nous pensons que c'est un avenir radieux, un avenir prometteur pour la digitalisation. Merci. Merci Serge. Pierre, avant de donner la parole à Gwendoline et clore ce débat, Pierre, même question pour le Cameroun. Hein. Quelle est votre vision à venir sur l'inclusion financière? Et puis, pareil, si vous pouviez partager avec nous votre vision sur les 4-5 prochaines années. Oui, bon, donc concernant l'inclusion, le mot de fin, c'est d'être confiant sur la marge de progression par rapport à toute l'artillerie qui est mise en branle pour faire avancer l'inclusion financière. Alors, je ne vais pas revenir sur les détails, mais je vous ai dit qu'il y a tout un programme national d'inclusion financière, ce qui fait qu'il n'y aura pas que le côté financier qui sera adressé, il y aura toute l'architecture qui va avec, et dans ces conditions-là, nous sommes plutôt très optimistes. Je vous ai dit également que le potentiel est très fort. C'est-à-dire qu'en réalité, quand j'entends qu'au Burkina, on est à 70%, en réalité, nous sommes ici, même en incluant la microfinance, je crois que nous sommes bien en dessous de cela. Directement sur les banques, je crois qu'on est à 23-24%. En incluant les autres, on peut monter vers 40%.
45. Vous voyez qu'il y a encore beaucoup de volume à faire. Bon, tout dépend de ce qu'on met au numérateur, hein, bien sûr. Donc, on a une grande marge de progression et la digitalisation va nous permettre d'aller très, très vite. Je vous ai dit que le marché était très segmenté avec des acteurs qui jouaient des rôles très précis. Je crois que beaucoup de choses vont bouger au niveau des lignes et la banque pourrait aller très, très, très rapidement vers le client final. On va faire de la banque à distance, on va faire de la banque à domicile, on va faire du door-to-door, comme disaient les anglo-saxons, et les choses devraient aller donc très vite et mieux pour demain. Alors, sur les 5 prochaines années, mais ça va bouger, puisque je vous dis que la biométrie commence là en janvier prochain. Ça va bouger beaucoup. Moi, j'aurai beaucoup moins d'incidents de paiement. Est-ce que vous savez qu'au Cameroun, actuellement, nous avons un taux de casse, quand je dis taux de casse, c'est-à-dire de taux d'impayé sur les crédits bancaires qui tourne autour de 16%. Ça, c'est décembre 2019. Si on les réduisait de moitié, les banques seraient excessivement rentables et trouveraient donc le moyen de réinvestir dans le système pour qu'il se développe. Je suis confiant en ce qu'il y aura moins de filouterie dans l'avenir et que les choses vont beaucoup bouger. Je suis confiant dans ce qu'avec la digitalisation, on va faire dans du microcrédit, mais de nanocrédit à moins de coûts, parce qu'on aura du volume à traiter et que les coûts d'accès vont être aussi amoindris du fait donc, de l'économie d'échelle. Donc, voilà ce que je peux vous dire dessus. C'est un avenir plutôt qui me semble extrêmement souriant. Les banques n'ont pas à s'inquiéter. Dans le partenariat banque, fintech, établissement de services de paiement, mais comme on l'a dit, régulateur, parce que derrière, il faut toujours que le régulateur intervienne, et puis l'État pour accompagner l'infrastructure. Hein. Il y a l'écosystème qui n'est pas construit que par les banques. Bon, il y aura l'État, et tout cela va permettre qu'on avance encore mieux et que les banques s'organisent, comme j'ai dit, à l'intérieur de l'agence, pas seulement au niveau des équipements, mais au niveau aussi des hommes. On aura une réduction d'effectifs, mais ils auront de nouvelles attributions, même si le nombre se réduit. Ils vont accompagner les clients dans cette démarche évolutive et ils vont faire des métiers connexes, puisqu'il y aura des produits connexes qu'on va vendre autour des services bancaires. Voilà ce que je peux vous dire pour la suite. Merci. Merci Pierre pour votre conclusion. Alors, honneur aux femmes, hein, dernière conclusion par Gwendoline. Pareil, même question, mais d'un point de vue d'une banque, hein, quelle est votre vision à 3-5 ans et puis quelle évolution vous voyez impacter l'inclusion financière? Merci pour cet honneur. Les femmes toujours à l'honneur. Merci. Pour moi, I would still end in English because all of you have ended in French. Banking and financial services has existed since before time, and I believe it would always exist. The difference is in what format is it going to exist and how do we make it sustainable? In the past, we were trading goods and services. We had to carry things physically and move. Now we're talking about globalization. We're talking about digitalization. We're talking about artificial intelligence. We have Alexa, we have Netflix, we have Siri. That is telling us that the world, as we see it, the only thing that is constant is going to be change. So how do we make sure that everybody can take part in this global village that we are hoping to create? And that needs all of us to make sure that financial inclusion becomes a reality. Financial inclusion is nothing fancy, c'est vraiment quelque chose de basique. Tout le monde doit avoir l'accès aux services bancaires. Tout le monde doit avoir l'accès pour faire les paiements, pour envoyer de l'argent, pour recevoir de l'argent. C'est simple, c'est tout. Donc, comment nous tous, on doit assurer que cet événement soit vraiment quelque chose de réalistique. Et c'est là où j'ai dit, les banques comme EcoBank ont déjà pris un pas en avance. We are a digital bank because we have seen that the future is digital. The only way for us to be sustainable is to make sure that we provide products and services that everybody can have access to, no matter where they are.
that everybody can take part in the economy in one way or the other. And I think something that is very fundamental that we should all remember is that the informal economy, as we call it, the traders, should not be left out. We have to find a way to bring them into the partnership. We have to find a way for them to realize that they should be able to collect their payments, they should be able to make their sales in a safe way. Digital does not mean complex. Digital does not mean it has to be physics. Digital means that it has to be simple so that everybody at whatever layer of the population they find themselves, they can use a digital product to service their needs. So I just want everybody to go back thinking, you know, our aim as EcoBank is to deliver a Pan-African experience and to make sure that we use technology so that we remain relevant in the future of banking. Because if you don't go digital, you will go dead. So for me, it's digital or you die. That's the last word I have. And I really want to just thank you for inviting me to share my views. Thank you. Alors merci beaucoup Gwendoline. Moi je retiendrai 5 grands points qu'on a discuté aujourd'hui en guise de conclusion. Le premier, c'est que la banque traditionnelle va disparaître et les banques le savent et s'adaptent déjà en étant beaucoup plus agiles et digitales. Le deuxième point, c'est que l'Afrique doit arrêter de transposer, mais plutôt de rendre des produits africains. Troisième point, c'est que FinTech et banques finalement sont main dans la main, mais avec un rôle beaucoup plus important des banques centrales. Quatrième point, une forte standardisation à venir en étant beaucoup plus centré sur le client avec une ultra personnalisation, on dit, donc avec un service extrêmement à la carte et un service universel, comme vient de le dire Gwendoline. Enfin, le dernier point, c'est cybersécurité, cybersécurité et cybersécurité. Tous ces services doivent se reposer sur un écosystème sécurisé qui puisse permettre de donner confiance aux utilisateurs. Et ma petite conclusion, elle vient de vous, Pierre, pour cybersécurité, pour avoir moins de filouterie. J'ai bien aimé ce mot de la fin. Voilà, je voulais vous remercier tous, les cinq intervenants, pour la qualité de vos débats. Je voudrais remercier aussi l'audience. On a essayé de répondre au maximum à vos questions. Il en reste encore quelques-unes en live. Je vous rappelle qu'il y a un petit questionnaire à la fin pour savoir si vous avez apprécié ce Digital Africa Live. Vous pouvez retrouver ce live sur Facebook. Il y aura un lien qui sera partagé parce que ce webinaire est enregistré. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée et je rends la main à Soukaina. Merci Jean-Noël, merci à nos chers… Merci beaucoup. Merci à nos chers panélistes pour ces 90 minutes d'échange et de partage de qualité et surtout, ils n'ont pas hésité à répondre présent à notre invitation malgré un emploi de temps très chargé. Merci à nos chers spectateurs aussi qui nous ont rendu le débat encore plus riche à travers les questions posées. Et on s'excuse si on n'a pas pu prendre l'ensemble des questions. Nous espérons vous revoir très prochainement pour une nouvelle webconférence et espérons que le débat est à la hauteur de vos attentes. En tous les cas, continuez à nous suivre et n'hésitez pas à nous soutenir. Je partage tout de suite un sondage et je vous prie d'y participer. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir. Host and panelists cannot vote.